The Acolyte, épisode 8. Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder le cas de l'épisode 8 de la série The Acolyte, le dernier de cette première saison et peut-être même le dernier de cette série. Car force est de constater que celle-ci aura vraiment eu du mal à convaincre et à trouver son public. Donc de nombreuses questions peuvent se poser quant à la réalisation, ou non, d'une deuxième saison, mais on aura l'occasion d'en reparler. En attendant, vous aurez pu remarquer que je n'ai pas fait de vidéo concernant l'épisode 7 de la semaine dernière, tout simplement parce que j'étais en déplacement. J'ai eu la chance de pouvoir tester le jeu vidéo Star Wars Outlaws, et on en parlera très vite, soyez-en sûrs. Mais concernant le chapitre précédent de The Acolyte, j'ai trouvé qu'il avait des points forts et des idées intéressantes, notamment dans sa mise en scène, mais que le tout n'était clairement pas au niveau d'une telle attente, et qu'ils ont beaucoup trop exagéré sur ce côté mystérieux du flashback pour nous offrir au final des réponses qui étaient soit déjà attendues, soit pas suffisamment importantes. Mais vous verrez, je pense que là encore on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo que je vous prépare, dans laquelle on va analyser toute cette série, car je pense qu'elle mérite qu'on s'intéresse à son cas qui est très intéressant pour montrer à quel point la communauté est fracturée, et que malgré mon avis plutôt positif et enthousiaste sur celle-ci, je ne suis pas pour autant aveugle à ses nombreux défauts, et force est de constater à travers les sondages que j'ai pu vous proposer que cette série ne parvient jamais vraiment à vous convaincre. Donc le tout sera donc de comprendre le pourquoi et le comment de tout ça, et j'espère que ça vous plaira. Mais tiens, tant qu'on y a parlé de sondage justement, voyons ce que vous avez pensé de l'épisode précédent. Sans grande surprise, vous avez été 39% à le trouver bon, 32% à le trouver moyen, et 28% à le trouver mauvais. Ce qui fait de lui l'épisode le moins bien noté de toute la série, et même de toutes les séries Star Wars depuis que je fais des sondages. Donc je suppose que ce qui entraîne cette chute dans les notes, c'est surtout tout le côté attente et teasing qui a pu être créé autour de cet épisode, qui nous a certes offert des réponses, mais est-ce que ces réponses méritaient un tel teasing, un tel retour en arrière? Sûrement pas. En revanche, j'en pense quand même qu'il faut saluer la mise en scène lors de la possession de l'esprit du Padawan, notamment tout le travail de lumière qui est fait autour de ça, et aussi le combat avec le Wookiee possédé. Je pense que ce sont les deux gros points forts de cet épisode, incontestablement. Même si, encore une fois, ça ne permet pas d'exclure tout le négatif qu'on peut y trouver. Bref, tout ça pour vous rappeler que c'est comme ça que fonctionne la chaîne. Quand il y a quelque chose de bien, je le dis, et quand il y a quelque chose que je n'aime pas, je le dis aussi. Ça a toujours été comme ça, et le tout sans jamais hurler ou tout vilipender. On est des gens intelligents, je pense que tout le monde est en mesure de le comprendre. Mais bref, parlons maintenant de cette conclusion, est-elle au niveau? Eh bien, à titre personnel, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Alors oui, la série souffre de nombreux défauts, des problèmes qui persistent encore et toujours, et qu'elle ne peut évidemment pas les régler en 40 minutes. Mais je trouve que ces points forts sont toujours présents, que ce soit dans la chorégraphie des combats, ou dans l'utilisation qui peut être faite des éléments liés à l'univers, et donc du lore. Je trouve que c'est vraiment bon, et c'est ce point-ci en particulier qui peut vous permettre de comprendre pourquoi, à titre personnel, je peux vous sembler plus ouvert vis-à-vis de cette série, peut-être plus tolérant aussi, alors que j'ai quand même été par le passé beaucoup plus critique quant à d'autres œuvres telles qu'Obi-Wan Kenobi ou le livre de Boba Fett. Vous le savez ou vous l'aurez forcément deviné avec ma chaîne, mais ce qui m'intéresse dans Star Wars, moi, c'est son univers. Un univers que j'estime être particulièrement riche, et donc quand je vois les scénaristes de cette série utiliser tout un tas d'éléments qui ont été créés auparavant par d'autres personnes, et le faire en plus avec respect, n'est-ce pas monsieur Filoni? Eh bien moi ça ne peut que me ravir. Et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus car je compte faire une vidéo pour revenir sur mon avis concernant l'entièreté de la série, mais quand je vois qu'on va chercher le Cortosis pour apporter de la nouveauté dans les combats et sur son méchant, et qu'elle nous présente aussi tout un tas de liens narratifs pertinents, que ce soit avec la menace fantôme ou le roman Dark Plagueis, oui, je trouve ça cool, car je trouve que c'est fait de façon plutôt intelligente. Ce n'est pas une simple adaptation, mais plutôt une réinterprétation, et je trouve ça plutôt bienvenu. Je suis fan du Legends, je pense que vous le savez, c'est assez clair, mais j'ai pas spécialement envie de voir le Legends être adapté tel quel. Il est très bien comme il est, là où il est, on peut plus lui faire de mal. Maintenant, place à des histoires originales, quitte à se réapproprier certains éléments qui sont difficiles à modifier, mais quand même à les mixer au canon avec par exemple cette histoire qui va certainement tourner autour de la création des Chevaliers de Rennes.
Ou même le cas du saignement du Crystal Kyber, je sens que ça aussi ça va faire parler, j'ai déjà vu des Américains se plaindre que ça y est maintenant, les sabres laser c'était le reflet des émotions des personnages, et oui mais ça fait presque 10 ans maintenant que c'est comme ça et ça vient pas de la série. Donc voilà pour mon avis général, mais je vous propose maintenant qu'on entre dans le détail de l'épisode, donc attention ça va spoiler. Cet ultime chapitre s'ouvre sur la suite directe de la fin de l'épisode 6, où nous retrouvons Osha alors en proie à l'obscurité qui lui est offerte par le port du masque de Kimir. Et celle-ci semble visiblement être prise à partie par une entité maléfique, quelque chose qui inquiète Kimir au point qu'il se sent obligé d'intervenir, et lui-même semble être ensuite possédé à un moment donné, et la couleur de ses yeux qui passe au noir, ainsi que la mise en scène, me font me demander si ce n'est pas Osha directement, qui pourrait être perturbée par la vision du futur qu'elle a, ce qui lui ferait perdre le contrôle en quelque sorte, au point qu'elle utilise malgré elle la magie propre à sa famille, ce qui serait susceptible d'expliquer ce qui arrive à Kimir à ce moment-là. Au-delà de ça, comme j'avais beaucoup aimé la manière dont était mise en scène la possession de Torbin dans l'épisode précédent, il en va de même ici, j'aime beaucoup le travail de mise en scène et de lumière. Ensuite, on va directement passer à la conclusion d'un personnage en particulier, à savoir de Sol, qui à son tour va enfin pouvoir se repentir, et toute la série est au final là pour nous rappeler quelque chose d'assez évident, mais qu'on peut avoir tendance à oublier avec les Jedi. C'est qu'ils ont beau avoir les meilleures intentions possibles et agir pour le bien commun, ils ne sont pas à l'abri de commettre des erreurs. Sauf qu'à leur niveau, étant donné leur capacité, la moindre erreur peut s'avérer dramatique. En d'autres termes, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. L'arc de Sol est au final similaire à celui de Qui-Gon Jinn, sauf qu'il est d'autant plus tragique et dramatique, puisque pour faire une comparaison, c'est comme si Qui-Gon avait de lui-même été obligé d'assister à la chute d'Anakin du côté obscur, et qu'il avait ensuite été tué par ce dernier, car c'est plus ou moins ce dont il est question ici. Sol a toujours souhaité donner ce qu'elle voulait à Osha, comme par exemple lui permettre de devenir une Jedi, quitte à lui mentir à elle, ainsi qu'aux Jedi. Et comme dans beaucoup de films d'animation Disney, c'est un peu le rôle du père trop protecteur pour le bien de ses proches, qui va conduire à de plus gros problèmes ensuite. Donc j'ai trouvé tout cet arc plutôt bien construit, malheureusement le problème propre à la série c'est que les épisodes sont bien trop courts, et que tous les personnages n'ont pas été suffisamment développés. Si bien qu'à titre personnel, quand on parle des deux personnages principaux, à savoir Dosha et Mae, eh bien elles ne m'inspirent absolument rien. Je n'ai pas eu le temps de m'attacher à chacune d'entre elles, tout est allé trop vite, et c'est quand même dommage quand on parle du cœur de la série. Et là où elle est prenante dans sa surprise, par contre, c'est en évitant de mettre un simple schéma de retournement entre les deux sœurs, que Mae passe du côté des Jedi et Kosha du côté obscur. Alors oui, c'est un peu le cas au final, mais pas totalement. Elle reste particulièrement proche, et je trouve que la manière dont le basculement d'Osha est amené est plutôt bonne. La justification qui nous est donnée qu'elle a haï sa sœur pendant des années est vraiment pertinente, et bon par contre le retournement de Mae c'est plus compliqué. Mais pour en revenir à Sol, celui-ci est donc assassiné par Osha, ce qui est plutôt bienvenu car j'avais peur qu'elle se retienne au dernier moment. Ce qui fait donc qu'on voit enfin une femme commettre un début de crime dans une production en live-action Star Wars. Ce qui fait du bien car ça fait longtemps que j'attends qu'on ait enfin le droit de voir une antagoniste. Bon par contre je parle de début de crime car Sol lui-même reconnaît que Osha a le droit de le tuer. Donc bon, on a déjà vu mieux comme crime parce que bon si la victime est consentante c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est un début. La question, ça va maintenant être de savoir à quoi va ressembler son avenir, quel va être son but désormais. La question se pose également car de l'autre côté du spectre, on voit un schéma se dessiner où c'est le duo Vernestra-Mae qui va poursuivre l'enquête pour retrouver la trace de Kimir, qui est, comme on nous l'a confirmé, un ancien Jedi car il a été l'apprenti de Vernestra, avant de basculer du côté obscur. Donc c'est pas quelque chose de neuf là encore, il y a eu de nombreux Jedi, notamment dans le Legends, qui sont passés dans le côté obscur, sans pour autant devenir des Sith. Attention, ça c'est un point important. On a par exemple le cas du deuxième apprenti de Qui-Gon, Xanatos, qui fait partie de cette catégorie. Ce que je trouve dommage cependant, c'est que si les épisodes avaient des vraies durées de série crédibles, on aurait largement pu étendre l'arc narratif de Vernestra en insistant vraiment sur son rôle au sein de l'Ordre, et sur l'intrigue qui se joue avec les sénateurs. Je trouve que c'est dommage que tout arrive maintenant au cours du dernier épisode, car on aurait vraiment pu avoir droit à une belle intrigue secondaire et politique, où les Jedi se font malmener par certains sénateurs qui voient de plus en plus d'un mauvais œil l'ordre Jedi.
Là, ça sort d'un peu nulle part, même si l'histoire de la série donne raison à Ryancourt, mais je pense vraiment que c'est un point de scénario qui aurait mérité d'être développé, surtout que ce sénateur est plutôt cool. On se demande forcément quelles sont ses véritables intentions. Est-ce qu'il n'est qu'un pion des Sith qui a le pouvoir de mettre des bâtons administratifs dans les roues des Jedi? Ou est-ce que c'est un homme qui agit vraiment de sa pleine volonté et qui n'aime juste pas le fait que les Jedi soient des sortes de shérifs de l'espace à qui tout est permis? C'est intéressant car dans le Legends, c'est quelque chose qui revient très souvent après le retour du Jedi, car Luke a énormément de mal à faire accepter son ordre à partir du moment où ses proches ne sont plus aux commandes. Et puis même ici, ça permet de faire un lien avec la menace fantôme, où le chancelier Valorum est un fervent partisan des Jedi, mais le Sénat les voit d'un très mauvais œil, au point que toute implication politique de ces derniers doit se faire un peu en cachette. Donc ouais, tout ça, ça me fait dire que j'aurais vraiment aimé que ce point soit beaucoup plus développé, et puis du côté de Vernestra, on voit également un schéma similaire à Sol se dessiner, dans le sens où elle aussi a pu commettre des erreurs ou des échecs, par exemple avec Kimir, un échec qu'elle n'assume pas vraiment. C'est la raison pour laquelle elle décide de tout garder pour elle, et notamment de mentir au sénateur, même si en mettant toute cette affaire sur le dos de Sol, elle fait également en sorte de ne pas rendre l'affaire encore plus compliquée, de la clore dès maintenant, et c'est donc une raison qui peut s'entendre, car comme je l'avais théorisé avant le début de la série, les Jedi sont prêts à mentir à partir du moment où ils pensent que c'est pour le bien de tous. Sauf que comme on l'a vu dans la prélogie, le mensonge est bien c'est l'arme favorite des Sith, et tout ça, ça ne peut que conduire les Jedi à la catastrophe. Ensuite, je ne vais pas m'éterniser sur les combats, je trouve les chorégraphies toujours aussi maîtrisées. Le seul petit reproche à la limite, c'est que vu que le combat se passe de jour, ça peut éventuellement faire fan-made sur certains plans. Mais les coups sont portés de façon si brutale qu'on a vraiment la sensation qu'ils cherchent à se tuer, et non pas juste à taper sur le sabre de leur adversaire. Mais tout ça, c'est un peu du détail quand dans ce même épisode, on nous révèle enfin, et on l'avait annoncé depuis le début, qu'il y a bel et bien un Seigneur Noir des Sith qui œuvre dans l'ombre et qu'il fait enfin son apparition. Mesdames et messieurs, Dark Plagueis est bel et bien là, et tout nous porte à croire qu'il est bel et bien un Moon, comme dans le Legends. Voilà donc le seul aperçu du personnage qui semble absolument terrifiant. Et forcément, c'est terriblement excitant de le voir enfin apparaître physiquement, mais avec du recul, j'ai quand même quelques petits reproches, même si ce ne sont pas vraiment des reproches, mais plutôt des interrogations quant à son apparition. Tout d'abord, je pense pouvoir dire que si on nous le montre de cette manière, c'est uniquement pour nous faire comprendre qu'il est là depuis le début et qu'il agit dans l'ombre. Donc c'est pas super subtil et un peu cliché sur les bords, surtout avec ce plan de la main digne d'un film d'horreur, mais le personnage ayant lui-même une apparence terrifiante, ça peut se tenir. Sauf que, ok, un Moon c'est un peu terrifiant, mais pas à ce point-là non plus. Là, j'ai un peu peur qu'il fasse de Plagueis une créature des enfers, un simple monstre, alors qu'il doit quand même pouvoir être un personnage qui peut évoluer paisiblement et naturellement au nez à la barbe de tout le monde. Dans le Legends, Plagueis est un homme d'affaires reconnu dont le pouvoir est extrêmement important, puisque c'est lui qui a la main mise sur le clan bancaire par exemple, donc il doit pouvoir se balader à l'air libre sans avoir l'air de rien ni menaçant entre guillemets. L'autre question, c'est celle qui concerne sa présence ici. Depuis combien de temps est-il là? Pourquoi est-il là? J'ai vraiment la sensation que Kimir n'est pas un Sith, il ne prétend même pas vraiment en être un, je pense donc qu'il cherche à créer quelque chose de différent et peut-être même qu'il ignore sûrement que les Sith sont encore en vie. Mais je pense que ce quelque chose qu'il cherche à créer deviendra plus tard l'ordre des Chevaliers de Ren, étant donné tous les indices musicaux qui vont dans ce sens. Cependant, ces agissements éveillent trop l'attention des Jedi, et tout cela pourrait les inquiéter vis-à-vis d'un éventuel retour des Sith, qu'ils pensaient pourtant disparus. Et ça peut poser problème à quelqu'un comme Plagueis, qui, tout comme ses pairs avant lui, fait en sorte d'œuvrer dans l'ombre depuis des siècles. Donc s'ils ont fait tout ça, c'est pas pour qu'un idiot sorti de nulle part ne fasse tout foirer. Donc est-ce qu'il est là pour surveiller ses agissements, ou est-ce qu'il pense pouvoir faire de lui ou d'Osha son nouvel apprenti? Ou bien est-ce que Kimir est ou a été son élève dans un temps passé, et qu'il cherche maintenant à le surveiller? Toutes ces options restent crédibles, et toutes ces questions méritent d'être posées, mais ce caméo fanservice reste justifié tant il était attendu. Cependant, c'est dommage de devoir se contenter de cette simple image et de ne pas aller plus loin, car il faut être honnête et reconnaître que tout ça n'est là que pour nous appâter pour une éventuelle saison 2,
Quelque chose qui n'est même pas encore confirmé à l'heure actuelle, et étant donné les retours compliqués de la série avec les fans, c'est pas gagné d'avance. Donc j'espère quand même que ça ne va pas s'arrêter là, surtout que la série nous offre comme cliffhanger ce que je considère vraiment être du fanservice, puisque Vernestra s'apprête à révéler tous ses secrets et mensonges au grand maître de l'ordre, à savoir Yoda lui-même, qui est visiblement en marionnette de l'Empire contre-attaque, ce qui est déjà une petite déception, hein, parce que je trouve que ça marche vraiment pas, ou plutôt que ça ne marche plus du tout. Mais ça, c'est du détail, car ça veut surtout dire que Yoda sera impliqué dans toute cette affaire si cela doit se poursuivre. Et là où c'est intéressant, c'est que Yoda a aussi pu, par le passé, cacher des informations au reste des Jedi, ce qui a pu leur nuire ensuite, comme par exemple dans le cas des Sans-Nom, des terribles créatures qui s'en prennent aux Jedi durant la Haute République. Bref, tout ça pour dire qu'il y a énormément de potentiel pour une saison 2, énormément de questions qui méritent d'obtenir des réponses, mais si cela doit arriver, j'espère que la série sera bien plus travaillée techniquement et surtout narrativement, car c'est vraiment de ce côté-là, ainsi que du rythme des épisodes, que la chose pêche sérieusement. Bref, c'est terminé pour cette vidéo, nous on se retrouve très vite pour discuter de la série dans sa globalité, car il y en a des choses à en dire, autant positivement que négativement, car elle va aussi nous permettre de nous poser énormément de questions quant à l'avenir de Star Wars, notamment sur le petit écran. Mais bref, maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez de cet épisode 8, et sinon, comme toujours, vous pourrez répondre au sondage qui sera disponible dès demain dans l'onglet Communauté. Sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.